Adrien Quatennens, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Je rappelle que vous êtes député de la première circonscription du Nord, coordinateur de la France Insoumise. Adrien Quatennens, de revenir sur ce qui s'est passé dans la Manche. 27 morts noyés, une fillette, 5 femmes. Une femme était enceinte, morte noyée. Comment, je ne sais pas, convaincre ou empêcher les migrants de ne pas tenter la traversée? D'abord, Jean-Jacques Bourdin, vous l'avez dit, il y a une tragédie, il y a un deuil. Il y a 27 personnes qui sont décédées, des femmes, des hommes, des enfants, en tout cas une fillette, a priori, une femme enceinte. Oui. Donc d'abord, c'est une tragédie absolue. Moi, je veux d'abord ce matin avoir une pensée pour toutes ces victimes et leurs proches. Ensuite, voir que la situation à Calais, elle est intenable depuis un certain temps déjà. Et que j'entends que l'on dise que c'est d'abord la faute des passeurs, puisqu'on sait qu'on embarque ces gens sur des bateaux de fortune qui se dégonflent en cours de route. Et la Manche, à ce train-là, va devenir un cimetière, comme la Méditerranée l'est déjà. Je rappelle que 30 000 personnes ont péri ou ont disparu en mer Méditerranée depuis le début des années 2000 en tentant ces traversées. Donc rappelez une chose, c'est qu'à Calais, ces personnes, elles veulent passer de l'autre côté, au Royaume-Uni. Et que vous le savez, nous avons les accords du Touquet, qui, en quelque sorte, font de la France le garde-frontière du Royaume-Uni. C'est un problème. Il faut, pour éviter de laisser ces femmes et ces hommes aux mains des passeurs, comme le disait hier Gérald Darmanin, pour éviter les passeurs, il faut qu'il y ait une voie de passage. Donc une voie de migration légale vers le Royaume-Uni. Voilà ce qu'il faut d'abord dire. Mais les Britanniques ne veulent pas. L'asile n'est pas accordé. Les demandes d'asile ne sont pas examinées côté français, même si nous gardons la frontière. D'ailleurs, les Britanniques ne respectent pas leurs engagements, car des engagements avaient été pris, notamment de l'accueil de 3000 personnes, et c'est à peine 10% des engagements qui ont été pris, qui ont été honorés. Alors 1500 passeurs arrêtés depuis le mois de janvier dernier. Oui, tout à fait. 1500 passeurs. Tout à fait. Ensuite, il faut dire autre chose, c'est qu'on est rappelé dans ce genre de tragédie à notre humanité la plus fondamentale, parce que avant tout, ce sont des femmes, des hommes, des enfants, je le disais, nos frères, nos sœurs, et ces mouvements de population contraints vont s'accélérer. Et moi, j'aimerais qu'on puisse, dans le débat public, réinjecter de la raison dans le débat sur l'immigration et de l'humanité. Ça n'est pas parce qu'on a quelques agités, M. Zemmour, Mme Le Pen, qui mettent le pays à cran sur ce sujet, qu'il faut s'empêcher de le traiter avec raison et humanité. Je désespère par exemple de voir dans les débats de la droite républicaine qui nous occupent beaucoup en ce moment, qu'aucun ne tient finalement ce discours de raison que tenait en son temps par exemple Jacques Chirac, c'est-à-dire d'un fossé qu'on assume entre les discours d'extrême droite et les discours de la droite républicaine, personne ne le fait. Et je déplore, la droite se perd, bien la évidemment, droite républicaine se perd. Ce que je déplore surtout, au-delà de la question de la droite, ce que je déplore surtout dans le débat sur la question migratoire, c'est que jamais, Jean-Jacques Bourdin, jamais la question des causes des mouvements de population est posée. Hier soir, Mme Le Pen était invitée sur cette antenne et un journaliste lui pose la question de savoir comment on fait pour empêcher ces gens d'entrer. Mais moi, je pose la question qui devrait être posée aux responsables politiques et à laquelle nous devons apporter des réponses. Comment on permet aux gens de vivre correctement chez eux? Il y a deux choses à faire. Les causes des mouvements de population, on les connaît. Personne ne peut croire que ces femmes et ces hommes à Calais, érythréens, soudanais, irakiens, afghans, quittent leur pays d'origine de gaieté de cœur. Ça n'est pas vrai. Il y a des causes au mouvement de population, lesquelles les guerres, les conflits internationaux, 20 ans de guerre au terrorisme avec des objectifs flous et des cartes sous la table en Afghanistan avec l'épilogue qu'on connaît. Les accords commerciaux inégaux que certains responsables politiques, toujours prompts à venir parler de l'immigration en des termes inacceptables, ont parfois signé. Et M. Bourdin, le changement climatique, dont on sait que d'ici à 2050, il va pousser 250 millions de personnes à se déplacer. Et ensuite, dernière chose, traiter les causes, c'est nécessaire, mais traiter les gens humainement, dignement, se préparer à une répartition de l'effort pour un accueil digne. Parce que ce qu'on ne dit pas non plus, c'est qu'à Calais ou à Grande-Sainte, il y a encore quelques jours, ces femmes et ces hommes sont maltraités de fait par nos institutions. On n'est pas obligé
de lacérer. On n'est pas obligé, Jean-Jacques Bourdin, de lacérer des tentes. Oui, de subtiliser à des enfants leurs effets personnels, de maltraiter les gens. On peut traiter les gens humainement. J'écoutais ce matin sur RMC le président de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il disait quelque chose de juste. Il disait d'abord, il y a moins de migrants aujourd'hui à Calais, à Dunkerque, à Grande-Synthe qu'il y en avait il y a 4 ou 5 ans. Et il disait autre chose. Il disait, nous ne pouvons pas les laisser se stabiliser sur les côtes. Il faut les éloigner des côtes, et notamment de cet horizon britannique vers lequel ils regardent. Il faut les éloigner. Donc il faut leur trouver des places d'hébergement. Or, une place sur 3 d'hébergement n'est pas occupée. Pourquoi? Parce que les migrants ne veulent pas les occuper. Parce qu'ils veulent partir absolument en Grande-Bretagne. J'entends vos arguments. En attendant, ce ne sont pas des arguments, c'est la réalité. Vous serez, j'en suis sûr, d'accord avec moi pour dire que, indépendamment de ce que vous venez de dire, on n'est pas obligé de lacérer des tentes. On n'est pas obligé de subtiliser leurs jouets à des gamins. On n'est pas obligé de maltraiter les gens. On peut traiter les gens humainement. Ce sont d'abord et avant tout des êtres humains, Jean-Jacques Bourdin. Et ensuite, en effet, ils veulent passer, vous l'avez dit, au Royaume-Uni. Pour quelle raison ? Coûte que coûte. Mais justement, et si on veut éviter des drames, de véritables tragédies humaines comme celles qu'on a connues hier, il faut une voie de migration légale vers le Royaume-Uni. Et je regrette qu'hier, les responsables politiques du gouvernement n'aient pas prononcé les mots qu'il fallait, notamment vis-à-vis des accords du Touquet. Bien évidemment, les passeurs, c'est inacceptable. Ils sont dénoncés, ces accords du Touquet, par tout le monde. Et bien maintenant, il est temps de non seulement les dénoncer, mais de les renégocier. Parce que les Britanniques ne respectent pas leurs engagements. Voilà. Et j'insiste bien sur le fait qu'il faut se préparer. Parce qu'aujourd'hui, les mouvements de population contraints, il faut rappeler que les gens ne partent pas de gaieté de cœur. Les mouvements de population contraints à l'échelle du monde aujourd'hui, c'est 70 millions de personnes. Dans quelques années, ce va être beaucoup plus. Il faut donc créer les conditions de traiter les causes et d'organiser une coopération pour un accueil digne afin d'éviter des drames comme ceux qu'on a connus hier. Bien, parlons du Covid. La situation épidémique se dégrade. Nouvelles mesures présentées cet après-midi ou en fin de matinée par Olivier Véran. L'une des mesures qui sera annoncée, c'est l'accélération de la campagne de troisième dose pour tous. Vous êtes favorable ? Il faut une troisième dose pour tous. Bien sûr, il va falloir se vacciner de nouveau, bien évidemment. Mais je veux dire une chose, Jean-Jacques Bourdin. Non, mais attendez. Vous dites oui, troisième dose immédiatement pour tous. Oui, je suis favorable à la vaccination, pas par la contrainte en revanche. Je ne suis pas d'accord avec le fait, par exemple, que cette troisième dose conditionne votre passe sanitaire. Nous sommes, avec Jean-Luc Mélenchon, sur la ligne qui, depuis le début, est celle de l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire convaincre plutôt que contraindre. Mais comment arriverez-vous à convaincre ceux ou celles qui ne veulent pas se faire vacciner ? Mais comment faites-vous ? Vous arrivez, dans vos discussions avec un non-vacciné, à le convaincre ? Vous y arrivez ? Jean-Jacques Bourdin, le doute est permis. Oui. Le doute est d'autant plus permis pour ces gens. Écoutez-moi, Jean-Jacques Bourdin, le doute est d'autant plus permis, doit être respecté. On a M. Véran qui, dans l'hémicycle, nous a dit « vacciné, il n'y a plus de Covid ». Aujourd'hui, Jean-Jacques Bourdin, bien sûr, il faut le répéter, je le répète à votre antenne, le vaccin limite les risques de contamination, on le sait. Le vaccin limite les risques de formes graves, on le sait. C'est ça. Mais le vaccin... Et surtout, le vaccin limite l'engorgement des hôpitaux. On est bien d'accord. Adrien Quatennens. Parce que allez dire au personnel hospitalier que d'accord, il faut pas contraindre la vaccination. Allez leur dire. Jean-Jacques Bourdin. Allez dire aux malades qui sont refusés parce qu'il y a trop de malades Covid moi, vous savez, dans les hôpitaux. J'ai des contacts dans les hôpitaux aussi et des gens qui me disent que même des personnes qui sont doublement vaccinées arrivent sous assistance respiratoire. Oui, il y en a. Mais ils sont tellement moins nombreux. Passons à autre chose si vous le voulez bien. Je vous ai dit, le vaccin permet de limiter les formes graves. Moi, je suis vacciné. Je me vaccinerai et j'appelle et je cherche à convaincre celles et ceux qui doutent de la nécessité de se vacciner. En revanche, je ne suis pas d'accord avec la contrainte. Et Jean-Jacques Bourdin, vous pourriez me dire, mais alors comment on fait les Espagnols qui ont eu un taux de vaccination des personnes les plus fragiles ? L'épidémie reprend en Espagne aussi. Bien évidemment. Mais en attendant, regardez, au cœur de la crise sanitaire, quand il y avait le vaccin, les Espagnols ont réussi à vacciner près de 100% des personnes les plus fragiles sans passer par le pass sanitaire. Jean-Jacques Bourdin, moi, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, le pass sanitaire, c'est un danger. C'est un danger pourquoi ? Parce qu'au-delà de la contrainte sur nos libertés, vous savez comme moi, Jean-Jacques Bourdin, que les gens qui sont équipés de ce petit sésame, le QR code, que l'on vient tous scanner pour aller dans les lieux de vie publique... Ça vous gêne ? Mais attendez,
Bien évidemment que ça vous gêne. Pourquoi? Vous, ça vous gêne pas? Non, absolument pas. C'est-à-dire que vous considérez que c'est normal. Pourquoi est-ce que ça vous gêne? Alors, expliquez-moi, parce que là, je comprends pas. Je vous explique. Si vous, Jean-Jacques Bourdin, vous considérez comme normal le fait que pour accéder à des lieux de la vie de tous les jours, on ait besoin de présenter des données de santé au point que ça soit pérennisé jusqu'au mois d'été. Non, mais Jean-Jacques Bourdin. On a la donnée de sa vaccination, Jean-Jacques Bourdin, de ses tests. Aujourd'hui, ce qu'il y a de sûr, c'est que vous savez que des gens qui sont équipés du pass sanitaire aussi se relâchent sur les gestes barrières. Vous avez des gens qui considèrent qu'une fois qu'on a présenté son QR code, on n'est plus en danger. Et donc, c'est un problème, parce que, si vous voulez, ça donne une fausse impression d'immunité. Donc, il faut abroger le pass sanitaire. Par ailleurs, si vous voulez quelques bons arguments contre le pass sanitaire, reprenez, s'il vous plaît, les discours de M. Macron lui-même ou de M. Véran avant ce fameux 12 juillet. Ils étaient opposés au pass sanitaire. Vous vous en rappelez? Ils nous ont dit, il n'y aura pas de pass sanitaire, ou alors il sera très temporaire. Aujourd'hui, c'est pérennisé avec possibilité de l'utiliser jusqu'au... Donc, pas de pass sanitaire. Non, pas de pass sanitaire. Le pass sanitaire. La vaccination. Et il faut convaincre en discutant bien évidemment, des bienfaits de la vaccination. Et c'est le rôle des médecins. Et aussi, Jean-Jacques Bourdin, il faut rétablir rapidement les tests gratuits. Parce que pour contraindre à la vaccination, on a rendu les tests payants pour une partie de la population. Mais c'est une formidable initiative, non? Non, pas du tout. Est-ce que ça a poussé certains à aller se faire vacciner? Mais franchement, je vous pose une autre question. Est-ce que ça nous empêche de détecter certains malades? La réponse est oui. Et quand l'Organisation mondiale de la santé, Jean-Jacques Bourdin, dit il faut tester, ils savent pourquoi. Et regardez, des épidémiologistes désormais le disent aussi, il faut un retour aux tests gratuits. Et si on nous dit par ailleurs de remettre en circulation le masque, y compris à l'extérieur, je redis que normalement, le masque devrait être gratuit. Car Jean-Jacques Bourdin, quand vous êtes une famille avec plusieurs enfants, que vous respectez le fait que le masque doit être renouvelé toutes les 3 à 4 heures, c'est un budget pour une famille. Donc il devrait être être Alors, beaucoup. Je rappelle que les tests PCR sont gratuits sur prescription médicale, cas contact, contre-indication, pour les vaccinés, pour les malades récemment guéris, pour le retour des pays à risque et lorsque l'on veut partir dans les dom-toms. Et ça fait beaucoup, non? Et payant pour tous les autres. Et vous pourriez même ajouter, si vous vouliez être exhaustif... Et la vaccination, elle est gratuite ou payante? Est-ce qu'elle est gratuite ou payante? Elle est gratuite, mais je vais vous dire une chose. Attendez, écoutez-moi. En attendant, vous avez vu, depuis que les tests sont payants pour la partie de la population que vous n'avez pas citée, le nombre de tests a chuté considérablement. Ensuite, sur la vaccination, vous dites qu'elle est gratuite. Jean-Jacques Bourdin, il y a une chose aussi qu'il faut dire maintenant, c'est que l'épidémie, elle est mondiale. Ça fait plus d'1 an et demi que ça dure et qu'on n'a toujours pas levé les brevets sur le vaccin. Et donc, vous avez des pays, non mais c'est important, des pays où le taux de vaccination est très faible, où l'accès au vaccin est rendu difficile. Pfizer, Moderna, BioNTech, à eux 3, c'est 65 000 $ de profit par minute. Ça suffit. Ça suffit. Le vaccin doit être un bien commun de l'humanité, comme M. Macron le disait, mais ça n'a pas été suivi d'effet, car il a refusé la levée des brevets à l'Organisation mondiale du commerce et l'OMS avec l'Union européenne. Les brevets doivent être levés. Parce que oui, Jean-Jacques Bourdin, même si je suis... les brevets d'ailleurs de ces... Aujourd'hui, ils appartiennent à ces laboratoires. Bon, voilà. Alors vous pensez que les États peuvent obliger ces laboratoires à lever les brevets? On a inventé des vaccins ici en France, on est quand même le pays de Pasteur et de la vaccination. Et il y a des vaccins qui, immédiatement, dès lors qu'ils étaient trouvés, on enlevait les brevets. Pas de profit sur la pandémie. Ça suffit que pendant qu'une masse du peuple tire la langue et subit les conséquences de cette crise, certains se gavent au point de faire 65 000 $ de profit par minute. Ça n'est pas possible. Adrien Quatennens, en Allemagne, les sociodémocrates, les libéraux et les Verts ont trouvé un accord pour un gouvernement commun. Parmi les mesures, le SMIC, je vais revenir sur le SMIC, et parmi les mesures, la légalisation du cannabis. Vous aussi, vous êtes favorable à la légalisation du cannabis? Oui, mais pour de bonnes raisons. Il faut peut-être prendre un petit instant là-dessus, Jean-Jacques Bourdin, parce que quand vous dites que vous êtes favorable à la légalisation du cannabis, on pourrait laisser croire que nous sommes favorables à la fumette et que c'est ce qu'on prône comme modèle de société. Non, ça n'est pas le sujet. Nous, ce que nous voulons, c'est en finir avec les trafics de drogue qui pourrissent la vie dans beaucoup de quartiers populaires, de gens qui ne demandent qu'à vivre dignement, à offrir de belles conditions de vie, un cadre de vie à leurs enfants et qui craignent qu'ils soient aspirés par le trafic de drogue. On est le pays qui fait le plus de répression et sans doute un des pays les plus consommateurs. Donc oui, aujourd'hui, la politique qui est menée est strictement inefficace. Et si nous voulons légaliser, non pas dépénaliser, parce que dépénaliser, ça veut dire on ferme les yeux sur le trafic. Légaliser, ça veut dire que l'État contrôlerait non seulement les produits, pourrait mener des politiques de santé publique, et le principal but, c'est de tarir le trafic. Voilà ce qu'il faut dire aujourd'hui. Donc vous êtes d'accord avec ça, vous êtes d'accord avec Yannick Jadot qui propose la même chose. D'ailleurs, rapprochement avec Yannick Jadot, j'ai lu cet étrange... Non, mais par ailleurs, vous avez vu l'accord entre les libéraux et les Verts
C'est-à-dire qu'en gros, il y a un coup de peinture vert sur quelques mesures, mais pour l'essentiel, c'est du macronisme, hein, leur affaire. Il faut quand même le dire. Il faut savoir ce dont on mange en réalité quand on a ce genre d'accord. Ralliement de Jean-Luc Mélenchon à Yannick Jadot, c'est possible ça? Je ne le crois pas. Ouais. Et inversement, c'est possible? Écoutez, on va se dire les choses très franchement. Est-ce qu'il y a des discussions pour un rapprochement à gauche aujourd'hui? Oui ou non? Il y en a eu beaucoup et objectivement aujourd'hui, il n'y en a plus. Mais il faut y revenir d'un moment, d'un instant. Oui. Vous savez, nous on a fait beaucoup depuis quelques années sur ce sujet. Jean-Luc Mélenchon, il y a 2 ans, vous en rappelez, proposait la Fédération populaire. Aux dernières élections régionales, tout de même, Jean-Jacques Bourdin, parce que moi je m'en rappelle, ça a été vite oublié, nous avions proposé de travailler avec tout le monde sur un socle commun. Jean-Luc Mélenchon avait même proposé 5 régions où nous pourrions soutenir les Verts contre une où il y aurait de la réciproque. Ils n'en ont même pas voulu, nous excluons même en PACA d'un cadre commun. Alors vous savez, les discours sur l'unité devant les caméras, quand dans la coulisse, le plan, c'est de venir affronter partout la France insoumise et d'espérer éliminer Jean-Luc Mélenchon, peine perdue. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que, par ailleurs, si nous nous mettions d'accord, on mentirait peut-être aux Français sur un certain nombre d'aspects. Regardez par exemple, un seul exemple. Nous sommes pour la retraite à 60 ans. Madame Hidalgo n'en veut pas, Monsieur Jadot non plus. Est-ce qu'on doit y renoncer pour se mettre bras dessus comme Madame Le Pen, à tout prix? Ou Madame Le Pen dit comme Jean-Luc Mélenchon. 60 ans. Parce que Madame Le Pen, par ailleurs, elle ne dit pas qu'on va augmenter les salaires comme Jean-Luc Mélenchon. Madame Le Pen, elle parle aux classes populaires comme vous. Attendez, juste, je veux terminer d'un mot. Oui. Si l'union des partis ne se fait pas au sommet, nous allons bâtir l'union populaire à la base avec les gens. Parce qu'aujourd'hui, Jean-Jacques Bourdin, vous avez des sondages qui sont présentés à 50-60% de participation. Mais qu'est-ce que ça donnerait avec 80% de participation? Où en serait M. Macron avec une élection présidentielle à 80% de participation? Les élections sans le peuple, c'est leur rêve. Et ça, nous n'allons pas le laisser faire. C'est pourquoi les militants de l'Union populaire qui soutiennent la candidature de Jean-Luc Mélenchon sont tous les jours, tous les week-ends, sur le terrain auprès des abstentionnistes que plus personne ne vient voir. Moi, je crois que c'est ça l'important. Faire revenir à la politique des gens qui l'ont quitté. Et après, écoutez, notamment les gens dans de les gauche quartiers populaires où ils vous ont abandonné. Et les gens qui après hésitent à la fin, je le crois, se regrouperont derrière la candidature forte, stable, pour changer la vie. Où est-ce que vous en êtes avec les parrainages? Écoutez, on a fait un peu plus de la moitié du chemin maintenant, mais vous me permettez de dire aussi à ce micro que c'est compliqué. Et que ça n'est pas une tâche aisée. Et c'est pourquoi d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon avait proposé 150 000 parrainages citoyens, parce que oui, il faut redire aux maires qu'on a besoin de leur parrainage et que parrainer un candidat, ça ne veut pas dire partager son programme. D'ailleurs, juste, permettez, parce qu'à 5 mois d'une élection, on est les premiers à avoir un programme. Mais ça, c'est le programme complet, c'est important, il est en librairie. Et on est les seuls à 5 mois d'une élection à présenter l'essentiel. Une candidature à l'élection présidentielle, c'est pas la course aux petits chevaux, c'est un programme. Et moi, je prends les paris. Tout ce qui va sortir, y compris de nos concurrents dans ces prochains mois, ça se trouve déjà dans ce document en vérité. Voilà. C'est sa dernière campagne, de Jean-Luc Mélenchon. Génération Mélenchon, vous allez prendre la suite, j'imagine. Ça, c'est mon livre qui sort aujourd'hui. Écoutez, vous savez, c'est sa dernière campagne. Il dit que c'est sa dernière campagne. Certains à gauche, je crois, s'en réjouissent. Moi, ce que je souhaite, c'est que le peuple s'en saisisse. J'entends toutes sortes de personnes parler est-ce que c'est sa dernière campagne ou pas? Oui, il l'a déclaré. Bon, il l'a dit. Et moi, je vais vous dire une chose, très franchement. Aujourd'hui, heureusement qu'on a Jean-Luc Mélenchon dans le paysage politique, parce que sinon, il n'y aurait plus rien qui tient la mer en réalité. Et donc, cette candidature, il faut s'en saisir. L'élection présidentielle, Jean-Jacques Bourdin, c'est dans 5 mois, d'accord? C'est demain. Et la situation n'est pas écrite d'avance. Nous ne sommes pas condamnés à un face-à-face entre M. Macron pour 5 ans de plus, qui a enrichi les plus riches et où on voit le résultat en termes de pouvoir d'achat, de revenus pour une masse de gens. J'entends le gouvernement dire que tout va bien, mais enfin, c'est de la folie. 8 millions de sur 10 sont heureux, j'ai vu ça. Alors je cherchais, mais c'est le baromètre des territoires. Et donc oui, vous avez raison, il y a 2 choses à faire. Lire le programme et en partenariat avec France Info. Voilà. Je donne les sources. 8 Français sur 10 se disent heureux. Ça vous surprend ? Écoutez, moi, j'entends vos statistiques. C'est pas moi. Mais moi, c'est pas moi. Moi, ce que je peux vous dire, Jean-Jacques Bourdin, c'est que quand on dit que tout va bien, la reprise économique... Non, mais je dis pas que c'est votre discours à vous, c'est celui du gouvernement. Il y a une reprise économique ou pas ? Mais moi, je veux bien qu'on regarde. Parce qu'en réalité, quand vous avez 8 millions de personnes qui ont besoin de l'aide alimentaire en France, 12 millions de personnes, Jacques Bourdin, qui ont froid chez elles. D'accord ? Moi, je les croise. Venez dans les quartiers populaires avec nous, vous verrez ces gens qui mettent des doudounes chez eux parce qu'ils se les pèlent. C'est insupportable. On a besoin d'éradiquer la pauvreté de la surface de ce pays. Et ce pays est extrêmement riche. Quand vous voyez que le CAC 40 s'apprête encore à verser des dividendes colossaux, juste après la crise sanitaire, qui est d'ailleurs toujours en cours, 51 milliards, et y compris la politique de M. Macron, juste quelques chiffres, mais vous avez les 10% des plus riches qui ont bénéficié à 22% des gains
que M. Macron leur a permis de réaliser. Les 500 familles les plus riches de France possédaient 500 milliards quand M. Macron est arrivé au pouvoir. Elles en possèdent aujourd'hui le double et on est passé de 8 à 10 millions de pauvres. Donc si vous voulez, la France de M. Macron, c'est finalement un océan de pauvreté qui passe sous les radars avec quelques îlots de richesse toujours plus concentrés. Alors moi je dis une chose, et c'est aussi le sens du bouquin que j'ai choisi d'écrire. J'aurais pu l'écrire après la bataille et raconter nos histoires, mais je crois ce bouquin utile dans la période que nous avons à vivre, c'est-à-dire un défi considérable lancé avec à 5 mois une échéance majeure. Non, l'élection présidentielle n'est pas perdue pour nous. Et je regrette qu'à gauche, certains me semblent agir comme si c'était déjà perdu. Et donc moi, à toutes celles et ceux qui ont la vie toujours plus dure, qui ont vécu des alternances politiques, qui n'ont rien changé à leur quotidien, vous voyez, notamment les 3 derniers quinquennats, incluant celui-ci. Je leur dis maintenant, il faut se réveiller et il faut se regrouper autour de cette candidature qui est un point d'appui pour changer la vie. Et le 5 décembre, nous allons faire un grand meeting à Paris parce que ce jour-là, vous aurez notamment M. Zemmour qui va lui proposer finalement une France fantasmée avec une division du peuple. De l'autre côté, vous aurez l'Union populaire, c'est-à-dire faire France de tout bois pour relever les défis communs. Voilà ce que nous avons à faire. Bien, merci Adrien Quatennens. Génération Mélenchon, c'est au seuil. Je rappelle que Jean-Luc Mélenchon sera ce soir face à la rédaction de BFM TV. C'est la journée là. C'est la journée. Il est 8h53.